bienvenue à la critique exigeante pour cette review de L'amour plutôt mourir, une série que j'ai finie tout récemment, disponible sur Netflix, mais elle est disponible là où vous voulez qu'elle le soit globalement. Donc ce n'est que 12 épisodes et ça va être une review assez formelle, donc court résumé, bref avis, aucun spoiler, puis après coup je décortique le tout avec, en n'hésitant pas de spoiler si nécessaire. Donc L'amour plutôt mourir, on se glisse dans la vie de Anzu Oshino, qui est une fille atypique, donc elle, les garçons, l'histoire d'amour, ça l'intéresse pas du tout. Elle n'a besoin que de chocolat, jeux vidéo et son chat Momoshiki pour être parfaitement heureuse. Mais sa vie va être chamboulée quand une espèce de mascotte magicienne, Riri, débarque dans sa vie. Et ce dernier, son objectif, c'est justement qu'elle tombe en amour, qu'elle délaisse ses passions pour trouver l'âme sœur. Mais ce ne sera pas chose aisée parce que Anzu en a rien à cirer. Et malgré le fait que pour céder sa tâche, le magicien bannit de sa vie, c'est justement ces trois besoins qu'elle a réussi à combler. Ça ne sera pas facile, il va provoquer la rencontre avec différents archétypes de beaux gosses que généralement les filles sont éprises de. Donc, ce 12 épisodes bien investi, je regrette pas de l'avoir regardé. On n'est pas dans le chef-d'œuvre bien sûr, mais je le redis, j'ai passé un bon moment là-dessus. C'est une série qui, je trouve, ratisse assez large. C'est une comédie amoureuse, mais pas que. Et je trouve qu'au niveau scénario, des fois, on nous prend un peu... Le scénario est quand même parfois un peu plus riche qu'on pourrait le croire pour ce genre d'œuvre-là. Donc, ça fait plaisir à voir, assurément. Donc vraiment, je le recommande. Pas chaudement, mais je vous le recommande pour vous faire votre propre idée. Je pense pas que vous allez passer un mauvais moment devant cette œuvre-là. Donc, allons-y maintenant pour l'aspect plus analytique. Donc, commençons par l'animation, du moins le côté technique. Niveau chara design, en fait, globalement, c'est vraiment un anime très standard dans le dessin, etc. C'est jamais vraiment hyper beau et c'est jamais tellement stylé que ça, de mémoire. Il n'y a pas souvent ce syndrome-là des quand on est en plan plus éloigné que c'est vraiment horrible. J'ai pas le souvenir d'avoir vu si souvent ça utilisé, donc il y a ça. Réalisation, c'est vraiment très bancal. Ça peut paraître un peu péjoratif, mais c'est quand même somme toute correct. Donc c'est vraiment un animé qui, au niveau de sa qualité technique, etc., je trouve, est dans la moyenne. Donc c'est pas vraiment un argument pour le déconseiller ni le conseiller. On aurait pu espérer mieux, mais on voit souvent pire, je trouve. Donc on va essayer de rester positif là-dessus. Au niveau de l'histoire, donc déjà, cette Agabi-là, on essaie de jouer avec les codes généralement de la jeune fille qui a jamais été en amour mais qui va le découvrir et que c'est donc merveilleux. On joue un peu là-dessus, parce qu'Anzu c'est un peu, on se cachera pas, un garçon manqué si on veut. Elle a plus d'avantages des passions typiquement masculines, comme par exemple, surtout les jeux vidéo. Et d'ailleurs, ça se ressent à travers son histoire que elle a tendance à avoir plus des affinités avec les garçons pour être des amis surtout. Donc le fait qu'on joue un peu à contre-courant contre ces codes-là, c'est bien. Mais là où je trouve que le récit brille davantage, c'est que des fois il nous prend de court. Des fois on présupposait, en fait on se surprenait à présupposer les mêmes choses que Anzu pouvait présupposer par rapport à toute cette histoire. Notamment, éventuellement, Riri va faire débarquer Junta comme étant, on va dire, le beau gosse clairement épris d'elle qui le cache bien, qui cache bien. Et prétendant que c'était un ancien ami d'enfance de elle qui revient dans le décor, mais qu'elle s'en souvient pas, donc présuppose que c'est faux et que c'est la mascotte magicienne qui, avec sa magie, l'a inventé. Et donc, tout ça fait son petit bout de chemin, jusqu'à ce qu'on se rende compte que, ben non, en fait, Junta était effectivement son ami d'enfance, c'est juste qu'il s'est tellement métamorphosé pour lui plaire qu'elle ne l'a pas reconnu. Et c'est intéressant parce que, éventuellement, elle arrive à l'hypothèse qu'elle trouve que c'est dommage que Rinri soit dans le décor parce qu'elle s'imagine que si Junta est amoureux d'elle, ben c'est à cause de sa magie. S'il n'était pas là, il pourrait se trouver quelqu'un d'autre. Mais cette découverte-là fait prendre une prise de conscience que non, Junta l'aime vraiment, ses sentiments n'ont pas été créés. Et elle est prise au dépourvu, et nous aussi. Je m'y attendais pas, honnêtement, ce revirement de situation-là, qui n'est pas non plus rocambolesque, mais qui est quand même bien. Faut aussi soulever, on pourra en parler peut-être d'un personnage, mais là, globalement, c'est aussi important de l'histoire. Il n'y a pas trop de personnages pour 12 épisodes, ce qui est bien. Je dirais même que malgré tout, il y en a peut-être un peu trop, mais souvent ces personnages-là vont servir le récit. Comme par exemple toute cette révélation-là avec Junta, ça vient avec l'introduction d'autres personnages du passé de Anzu. C'était
c'est Ryola, en tout cas l'autre gars qui est amoureux d'elle, mais que c'est vraiment à peine effleuré, si on veut, d'une certaine façon. Mais ça servait vraiment davantage de lui Junta, fait ça va. Par contre, il y a le troisième Ikemen, le gosse riche, Shigiri Koganai, si je dis pas de bêtises, qui lui était moins bien développé, je trouvais. C'est comme s'ils se sont dit, ah, on va mettre ça là, mais ils ont moins d'amour pour ce dernier. Il aura quand même un rôle important à la fin. Donc, ça va, mais un peu sous-développé ce personnage-là. En même temps, je trouve que son archétype de gosse riche, un peu de tsundere, forcément, c'est pourrait être un peu moins bien. Et si on parle de l'histoire, il faut parler bien évidemment, je trouve, des deux derniers épisodes. Donc il y a une belle construction dramatique avec le personnage de Tsukasa. On voit bien qu'il y a un traumatisme, un trauma qui est là. Et qu'on l'apprenne à la fin de la série via un certain climax, c'est bien. Surtout que l'approche qu'on vise est intéressante. Hein, parce que la série, c'est davantage une comédie romantique, dramatique. Bon, plus une comédie pseudo-romantique si on veut. Mais à la fin, on est vraiment plus dans le sérieux. Hein, Tsukasa qui, en dépit d'être un homme, est victime d'une autre... c'est une adulte, mais ça, on le perçoit moins bien. Elle n'a pas l'air tant plus vieille que lui, mais bon, hein, c'est une stalkeuse. Et on exploite bien, je trouve, cette idée-là d'une personne qui est victime et qu'on joue aussi le fait que parfois, hein, malheureusement, on reproche aux victimes d'être des victimes dans le fond. Hein. Il ne faudrait pas qu'ils se laissent faire. Donc, on traite bien cet enjeu-là et ça peut peut-être rejoindre certaines personnes et sensibiliser aussi d'autres personnes. C'est globalement bien fait. Il y a peut-être juste le léger bémol qu'avec tout ce qu'on voit, je me dis qu'il y aurait peut-être matière à ce que la police intervienne réellement. On tente un peu de justifier que pourquoi ça n'arrive pas parce que la mère de la stalkeuse a un frère ou je ne sais plus trop quoi qui a des contacts et qui permet d'éviter les pétrins. Mais quand même, je me dis, une infraction à domicile chez une personne, une usurpation de compte, c'est un peu poussé, mais en même temps, on a déjà vu souvent, on l'a vu dans la vraie vie, hein, que des fois, on ne comprend pas pourquoi une personne n'a pas été arrêtée alors qu'il y avait plein de raisons de le faire. Donc, c'est pas si loin de la réalité, mais ça démontre aussi que c'est facile de juger, et je pense que la série voulait peut-être nous sensibiliser par rapport à ça. Et ça fait en sorte que quand éventuellement Enzu réconforte Tsukasa, c'est beau parce qu'on tombe pas juste dans le cliché de comme on est en amour, on va un peu au-delà de ça, dans le sens que c'est juste des humains qui tentent de s'entraider et qui au final se sentent proches l'un de l'autre et apprécient l'autre, sans forcément que ce soit clairement typé amour, amour ou amitié. Donc, ces nuances-là rendaient le récit vraiment beaucoup plus réaliste et bien fait. Donc, surprenamment, je trouve que l'histoire avait plus de mordant que j'aurais pu le croire. Notamment, hein, éventuellement, quand Rinri décide de quitter son rôle neutre pour intervenir auprès de la stalkeuse pour qu'elle ne soit plus un problème, quitte à se sacrifier. C'était, je trouve, c'était bien. J'étais un peu déçu parce que j'imaginais qu'elle la ferait disparaître ou quelque chose. Finalement, elle la rend juste amnésique. Mais d'une certaine façon, hein, si tu rends amnésique quelqu'un, tu l'as fait disparaître, cette personne-là. Donc, au final, on peut essayer de se consoler et se dire que, ben, effectivement, c'est un peu comme s'il l'avait tué. Et se sacrifiant par le fait même, ce que je trouve un peu plus dommage, c'est que, bon, on se dit, ok, il disparaît, un beau sacrifice, etc. Il y aura quelque chose d'énigmatique et touchant là-dedans. Non, finalement, le récit trouve un moyen de le faire revenir. C'est dommage. Je pense que ça aurait été un peu plus frappant si ça n'aurait pas été le cas. Et maintenant, allons-y avec les personnages. J'ai beaucoup parlé de l'histoire et également un peu des personnages, donc ça va être forcément un peu plus court. Anzu, c'est le personnage principal, donc un peu plus garçon manqué. Fille qui aime les jeux vidéo, elle, très sympathique. C'est un peu une Mary Sue, hein, dans le sens que pas mal tout le monde l'aime. Pas tout le monde, mais bon. Hein, elle a certes des défauts, mais elle réussit bien à peu près tout ce qu'elle entreprend. Donc, il y a ça qui peut un petit peu être plus difficile. Après coup, il y a tous ces Ikemen. Tsukasa qui est vraiment le personnage le plus intéressant parce que le plus torturé et le plus travaillé aussi à travers le récit. On voit son anxiété par rapport aux autres, etc. Nourri par le fait que la stalkeuse, si elle est tombée en amour avec lui, c'est parce qu'elle l'a aidé. Donc, forcément, lui, ça l'invite davantage à rester distant des autres. Et c'est aussi tout un développement pour lui d'apprendre à se réaffirmer. Hein? Dans le fond, réussir à passer outre son trauma. Après, le cours de perchage de Junta est moins intéressant parce que assez unidimensionnel. Il ne vit pas vraiment tant de problèmes. C'était déjà dit, en fait, l'idée d'évoluer pour réussir à séduire Anzu.
Et voilà, il existe, on le voit un peu plus, mais il n'y a pas vraiment tant de conflits qui se passent par rapport à lui. J'en ai déjà parlé du gosse du fils de riche, donc personnage peut-être un peu sous-développé. Également, autre personnage qu'on peut parler, c'est l'ami de Hanzo. Je pensais qu'on ferait pas à peu près rien avec cette dernière, mais finalement, on la développe. Comme quoi, on y va avec l'idée d'une fille qui veut prendre son temps dans les relations, mais que malheureusement, parfois, ça ne marche pas tout le temps, qu'elle a un peu de difficulté à s'affirmer et qu'Hanzo sert à ça. Donc, son personnage permet à mieux mettre de l'avant Hanzo, donc ça fonctionne quand même assez bien. Surtout qu'elle a un petit rôle à la fin quand même qui revient. Et bon, on peut en parler, bien évidemment, hein, la mascotte qui est aussi presque autant présente que Hanzo, Rinri. Au début, je le kiffais pas vraiment. C'est un personnage hyper joyeux, un peu déconnecté du réel, etc. Et bah, je vous dirais que tout le long de la série, en fait, j'ai pas pleinement apprécié le personnage. Surtout que son character design en tant que mascotte est vraiment pas extraordinaire. Et quand il prend une forme humaine, bah, toujours aussi énervant. Il met en place cette situation-là quand même intéressante, mais lui en tant que personnage, je le trouvais plus énervant, pas particulièrement attachant. À la fin, quand il révèle un peu son côté, il est attaché à Hanzo et son côté peut-être un peu plus psycho, c'était intéressant, mais au-delà de ça, je sais pas, j'ai pas tant apprécié ce personnage-là. Et après coup, c'est pas mal le tour des personnages principaux, honnêtement. Et heureusement, je leur ai dit, il n'y a pas trop de personnages, fait qu'on prend quand même le temps de les travailler, mais peut-être pas à la hauteur de ce que ça aurait pu être. Je pense qu'un 24 épisodes où on développe un peu plus Junta, un peu plus le fils de riche, ça aurait pu bien le faire, mais quand même, pour un 12 épisodes, ça va assez bien. Et on conclut avec les génériques, et les deux ce coup-ci. Le premier générique, un début lent, mais éventuellement, quand on arrive dans sa dernière... quand on arrive, si on va au climax du générique, j'aime vraiment la réalisation qu'ils ont faite avec cette espèce de plan-séquence-là qui la suit, je pense, tout le temps quand elle bouge. C'est des mouvements de caméra assez dynamiques, parfois des changements de décor. C'est une réalisation quand même... Le visuel correspond au climax et ça fait du bien. C'est dommage que la série n'a pas été mieux réalisée d'ailleurs à ce niveau-là, mais c'est un bon générique pour ce qu'il en faut. Même si le début est peut-être un peu trop paresseux, mais justement, le climax... paresseux, mais quand le climax arrive, on sent une réalisation plus pensée. Et ça suffit à, à faire un contraste intéressant à ce niveau-là. Au niveau du générique de fin, ben, il est presque immédiat. Hein? C'est la mascotte qui nous interpelle. Donc, on a moins tendance au début à le passer parce qu'on n'est pas sûr si oui ou non c'est le générique. Et après coup, la musique est quand même bien faite, surtout en le ventre. Ce qu'on voit n'est pas particulièrement incroyable, mais bon, on apprécie quand même qu'ils mettent beaucoup de l'avant. Dans la série, des fois, il y a la modélisation des Ickermen. Et c'est vraiment des animations 3D de merde. Du moins, j'espère que c'est voulu que ce soit de la 3D de merde. Mais sachant la qualité de la Japan animation, des fois, en 3D, on pourrait presque se dire que non, ils pensent que c'est beau, mais ça ne l'est pas. Mais bon, bref, il y a quand même un aspect grossier à ça qui fait plaisir. Et en plus, on le sait que la chanson, elle est vraiment clairement faite sur mesure pour ce ending-là. Donc, ça marque le coup et je ne le passais pas, ce qui est quand même assez incroyable pour un ending. Donc, ceci conclut un avis qui aurait été beaucoup plus long que je l'aurais pu le croire sur L'amour plutôt mourir. Donc, je le répète, c'est une série sympathique. Je pense pas que j'ai passé un mauvais moment devant elle. C'est sûr qu'encore une fois, hein, si vous aimez plus les trucs d'action où ils se tapent sur la gueule, ben, il y en a un peu, mais c'est vraiment pas le cœur de la série. Donc, je vous conseille davantage de passer votre chemin. Pour la prochaine critique exigeante, ça devrait être le chapitre, je sais plus trop combien, 91 de Dragon Ball Super. Donc, est-ce qu'on rejoint finalement ce film-là? Est-ce qu'on a vu Gotenks et Trunks pour la dernière fois? Et après quoi, on s'en va voir Piccolo et Gohan? Donc, on le verra bien. Donc, merci d'avoir regardé. Donc, je vous invite fortement à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante.